Mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de l'IFP-AGC, chers invités, fidèles amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du grand débat sur la plateforme de discussion sur les sujets d'importance commune. Les indépendances, à nos jours, les élites africaines peinent à instaurer la confiance avec les populations afin de garantir la paix et la cohésion pour amorcer véritablement le développement dans leurs pays respectifs. Des modifications constitutionnelles au coup d'État à répétition, l'on assiste à des soulèvements populaires qui, dans bien de pays, ont vu le retrait des forces françaises, la création de la Confédération des États du Sahel dans la partie ouest du continent. Face à la fragilisation des organisations sous-régionales, à l'apologie du discours panafricain révolutionnaire, à l'imminence d'un nouvel ordre politique, la quatrième promotion des auditeurs sont en droit de s'interroger sur la politique africaine et de savoir si le populisme est-il un danger pour celle-ci. Pour en parler, je suis avec Shadrach Niabroyou, médecin de formation chargé d'études au sein du cabinet du président du CNJ. Shadrach, bonsoir. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bienvenue. Merci beaucoup. Et face à lui, j'ai monsieur Touré Vassansi, juriste, publiciste, élève, administrateur civil à l'ENA. Vassansi, ça va? Ça va très bien. Alors, je lance avec Vassansi. Qu'est-ce que le populisme et comment se manifeste-t-il dans le contexte politique africain? Merci, M. Ouattara. Bien avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette activité. Alors, avant de définir la notion, j'aimerais faire un bref rappel de son historique. Le populisme est apparu entre 1860 et 1870 en Russie, donc au 19e siècle. C'était un mouvement agraire. Il s'agissait de défendre les intérêts des paysans sur les questions du foncier. Donc, de cette époque, nous sommes venus aux États-Unis en 1890 avec l'opposition entre le capitalisme et les personnes qui étaient défavorisées par ce système-là. Récemment, en 1929, en France, on a vu l'apparition du mouvement boulangiste qui a forcément eu de répercussions sur les États africains. Alors, le populisme, généralement, on le définit comme un mouvement ou une idéologie politique qui tend à défendre les intérêts du peuple face à une élite dirigeante qui semblerait être corrompue selon eux. Mais pour mieux cerner la notion, je pense qu'il faut quand même définir ces critères. Le premier critère qu'on peut donner, c'est le mode de communication. Généralement, les populistes, ils utilisent un vocabulaire simple ou des questions complexes. Par exemple, on pourrait entendre l'érection d'un mur pour barrer les questions d'immigration. Donc, à côté de cela, il y a les cibles, comme je l'ai dit tantôt. Donc, le populisme vise un peuple, mais le peuple pris dans un ensemble homogène. Donc, un seul peuple, une seule opinion. Donc, le leader charismatique qui porte cette idéologie-là s'estime légitime. Il fait croire qu'il fait partie de ce peuple et doit donc défendre les intérêts de ce peuple-là. Les adversaires des populistes, généralement, sont les institutions démocratiques et les médias, généralement, parce qu'ils estiment que ces derniers limite l'expression de la volonté du peuple. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la définition du populisme. Relativement à sa manifestation, en Afrique, ce sont des discours anti-élite. On l'a vu avec Sonko lorsqu'il a accusé le système de Macky Sall de corruption, de népotisme généralement. On a même constaté ça avec Mamadou Barry en 2015 lorsqu'il a fait son discours, ce qui l'a poussé d'ailleurs à être élu en tant que président du Nigeria. À côté de cela, il y a aussi des discours nationalistes et souverainistes. La particularité en Afrique, surtout du populisme, c'est qu'ils veulent faire une rupture. Avec qui? Avec le colonisateur. Donc tous les discours qu'on entend, c'est dans ce sens-là. On veut une autodétermination du peuple, on veut interdire l'ingérence des colonisateurs dans les affaires courantes des États. Et cela a fait naître de nouveaux acteurs également, parce que j'utilise les médias sociaux. Ce sont de nouveaux acteurs qu'on appelle les activistes, tels que Kémy Séba et Nathalie Diam, qui, sur les réseaux sociaux à travers Twitter, qu'on appelle maintenant X, qui essaient de faire des discours à l'effet donc de faire adhérer une jeunesse, voilà, un peu désorientée par les politiques mises en œuvre par nos gouvernants. Il y a aussi des manifestations, les marches publiques. Je vous cite l'exemple du Mali en 2020, lorsque Ibeka était au pouvoir. Lorsque ce dernier il a mis en œuvre des politiques qui n'étaient pas à la faveur des populations, donc des mouvements se sont enlevés, notamment l'imam Mamadou Diko et aussi des opposants, et des organisations de la société civile qui ont fait des marches populaires à l'effet de vincer Ibeka
dont Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à l'époque le président. On a aussi le cas du Burkina Faso en 2014 avec Blaise Compaoré, le ballet citoyen qui l'a également enlevé au pouvoir. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur les manifestations du populisme en Afrique. Alors, dans votre intervention, je remarque que vous faites une différence entre le nationalisme, le souverainisme et donc le populisme. Est-ce que c'est clair? Non, ce que je dis, les populistes, ils font appel au nationalisme et au souverainisme dans le contexte africain. Ils estiment que les États sont souverains. Donc, ce faisant, les colonisateurs ne doivent pas s'impliquer dans leurs affaires courantes, ne doivent pas s'ingérer dans les prises de décision de ces États-là. Voilà ce que je dis. Merci. Alors, Shadrach, je viens à vous avec la même question, bien sûr. Et pour vous, le populisme, c'est quoi? Comment ça se manifeste donc en Afrique? Avant tout propos, je tenais à remercier déjà l'Institut de formation politique et le délégué de la 4e promotion avec tout son staff qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Merci au fait parce que dans la question, vous m'avez posé la question de savoir pour moi. Pour moi, c'est quoi est-ce que le populisme? Alors, je n'ai pas voulu me référer aux définitions que nous prenons là sur Internet parce que la définition prise sur Internet est une définition typiquement au fait conceptualisée par des personnes qui sont totalement opposées à ce populisme-là. Or, moi, je voulais avoir un entendement beaucoup plus rationnel. Alors, j'ai recherché l'étymologie du terme populisme. Il faut savoir que le populisme, en réalité, il vient du latin, qui signifie tout simplement le peuple. Donc, c'est l'ensemble des politiques qui sont mis en place au fait pour pouvoir favoriser le peuple, pour pouvoir mettre la volonté du peuple au grand jour. Et on remarque au fait, dans cet ensemble de politiques qui sont mis en place au fait, dans cette idéologie qui est le populisme-là, les populistes, et j'insiste sur le mot, les populistes utilisent des discours simplifiés et des discours démagogiques. C'est pourquoi Jacques Attali disait que le populisme, c'est la simplification dans un monde complexe. Revenant à la question, moi, qu'est-ce que je pense du populisme? Pour vous faire comprendre tout simplement, moi je crois que le populisme, de son étiologie peuple, populus, est comme un arbre. Un grand arbre sur lequel le fait est bâti nos États. Et ce arbre-là, il est porteur de 2 fruits. Un fruit qui est doux et très sucré, et un fruit qui est amer et acide. Le fruit doux et sucré, il représente tout simplement les aspirations légitimes du peuple, les souffrances du peuple, la volonté réelle du peuple. Parce que la volonté de tous est différente de la volonté générale. Et dans le populisme, c'est cela qu'on veut mettre en évidence. On veut mettre en évidence cette volonté générale du peuple. Mais par contre, quand nous prenons le second volet du populisme, qui est représenté dans ma métaphore par le fruit amer et acide, je parlerai plutôt du populiste. Parce que je ne dirais pas que tous les populistes sont des fins manipulateurs qui ont uniquement que pour objectif de s'accaparer du pouvoir, sachant qu'il y a d'autres populistes, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, ils ont pu respecter leurs promesses qui ont été faites lors de leur campagne. Mais je dirais que la plupart des personnes qui utilisent le populisme pour pouvoir arriver au pouvoir sont des personnes qui ont pour objectif de pouvoir manipuler le peuple. Et c'est cela, au fait, qui donne, au fait, cette connotation négative la plupart du temps au populisme. C'est pourquoi, au fait, il y a Juan Lis qui disait, et il pense comme moi, je crois, qui disait que le populisme, en réalité, c'est la politique du mécontentement. C'est une arme à double tranchant. Et donc, au fait, il peut être un levier de transformation véritable de nos sociétés ou encore un outil de division. Voilà ce que je pense en réalité du populisme. Et comment est-ce que cela se manifeste? Je crois que mon co-débatteur ici présent a eu à énumérer toutes les caractéristiques. Il a parlé tout à l'heure d'un discours anti-élitiste. Donc, les populistes sont des personnes au fait, qui vont venir s'établir en tant que des personnes qui viennent faire la rupture. La rupture, en fait, entre, je vous donne un chiffre très simple. En Côte d'Ivoire, il y a Mme Kaba Nialé qui a donné les chiffres de la Banque mondiale en 2021 qui stipulait que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était à 37,5%. Et ce n'est même pas elle qui a dit cela. Et depuis que c'est hier, je crois, il y a un média social qui a relayé cela, vous voyez que tout le monde est en extase. On dit que c'est totalement faux. Parce que la pauvreté peut être à 37,5% en Côte d'Ivoire selon la population. Et c'est ce genre de discours-là, les discours anti-élitistes. À côté de ces discours anti-élitistes, il y a des discours simplifiés. À côté des discours simplifiés, il y a des discours émotifs. Le populiste, il parle au cœur de la population, il ne parle pas à la raison. Vous m'avez mis en prison. Si vous me mettez au pouvoir, je vous promets que la Côte d'Ivoire changera. Il parle aux émotions. À côté de ces émotions-là, nous avons fait plein d'autres choses que le populiste fait. Le populiste, par exemple, s'inscrit dans un cas d'une rupture démocratique, et puis d'une érosion de la démocratie et d'une fragilisation de nos institutions. Et là, comme je l'ai dit encore, j'utilise toujours le thème de populiste.
Si on arrive dans la suite de notre débat, on va y arriver. Si on arrive à faire la bonne différence entre populisme et populiste, si on arrive à faire la bonne différence entre ce courant idéologique qui n'est qu'une idéologie, et ce sont ceux qui utilisent cette idéologie-là qui font mal. Chez nous en Afrique, on peut y arriver et on va y arriver. J'aurai le temps de m'étendre dans le reste de nos discussions. Que vous fassiez bien sûr la différence entre le populisme et le populisme. Le populisme, c'est un courant de pensée, c'est une idéologie qui met au centre de toutes ces idées-là le peuple, les aspirations du peuple. J'aime encore appeler le populisme le ras-le-ballisme. En gros, c'est une idéologie qui met en avant le ras-le-bol du peuple. Le peuple en a marre du chômage, le peuple en a marre de la pauvreté. C'est ça dans son idéologie, le populisme. Mais par contre, comme l'homme politique, c'est un animal politique, il faut que je le dise ici présent, il utilise ce ras-le-bol-là, il utilise la volonté du peuple-là pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi on parle de populisme et de populiste. Sachant que j'ai fait la différence, j'ai dit tantôt, tous les populistes ne sont pas de fins manipulateurs. Il y en a quand même qui sont venus au pouvoir et qui ont pu tenir leurs promesses. Est-ce qu'on peut retenir que foncièrement le populisme tend à servir le peuple? Effectivement, le populisme dans son essence tend à servir le peuple. Mais l'homme politique qui use du populisme tend à dévier cette idéologie-là pour servir ses propres fins. Alors, voici les propos de Shadrach. Qu'est-ce que vous... J'ai pu relever quelques éléments dans son propos. Il dit que le populisme est le fondement de l'État. Quand on le définit, qui vient du mot latin, populiste. Désolé, mais je crois que vous savez, c'est une émission. Non, je termine rapidement. Non, monsieur le modérateur, vous savez. Non, monsieur, mais il dit des contre-vérités parce que je n'ai pas dit que le populisme. Non, mais je n'ai pas dit que le populisme c'est le fondement de l'État. J'ai dit le peuple. J'ai dit le peuple. Il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas qu'il raconte des contre-vérités en pleine émission. Merci beaucoup. Donc qu'il corrige. Ce n'est pas le populisme, j'ai dit plutôt le peuple. Donc, qu'ils entendent bien ce que j'ai dit. Merci. Oui, merci. Mais bien avant de continuer, récemment, j'ai vu sur Facebook, dans l'une des publications de Shadrach, non, merci d'avoir corrigé. Oui, il faisait appel à la discipline. Je pense qu'il doit en faire usage sur ce plateau. Alors, il a dit dans ses propos. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, il a dit dans ses propos que la population est le fondement de l'État. Merci d'avoir corrigé. Donc, c'est ce qu'il a dit. Étant donné qu'il a défini le populisme dans son étymologie, donc populisme qui vient du latin populis, qui signifie peuple. Donc, quand il fait l'étendue de ses propos, il fait allusion à la population. Donc, je voulais juste relever que pour qu'un État existe, qu'on puisse parler d'État, il faut 3 éléments constitutifs, selon les sociologues. Il faut d'abord un pouvoir politique, le gouvernement. La population qu'il a citée, il faut aussi un territoire. C'est ce que je voulais recaler dans son propos. Voilà ce que je peux dire. Merci. Vous êtes d'accord avec le fait qu'ils disent que le populisme, foncièrement, vise à servir le peuple? Oui, d'ailleurs. Le mouvement boulangiste que j'ai cité tout à l'heure de la France, on a vu des intellectuels qui ont quitté leur poste pour intégrer des usines à l'effet de défendre les intérêts des ouvriers. Donc, à l'origine, on voit que la notion elle-même, ça y défend les intérêts du peuple. Mais comme je l'ai dit, à partir de 2010, donc, la notion a pris une connotation péjorative. Alors, quels sont donc les facteurs réels qui alimentent le populisme en Afrique? Je pense que le facteur principal, c'est la crise de l'État, ou encore la crise de la légitimité politique. Certains même diraient le malaise de la démocratie. Ce qui induit nécessairement une insécurité au niveau des populations. Il y a aussi des cas de corruption, il en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des cas de population. Vous savez, le pays le plus corrompu selon le rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, c'est la Somalie. C'est un État africain. Vous voyez que c'est un véritable problème au sein de notre continent. Donc, voici les premiers éléments que je peux dire concernant les facteurs qui alimentent le populisme. Alors, Shadrach, les facteurs qui alimenteraient donc le populisme en Afrique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, il faudrait savoir que nous sommes en train de faire un débat. Et ceux qui nous écouteront, et ceux qui sont là actuellement, nous devons être responsables vis-à-vis d'eux. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre, sachant que plusieurs personnes m'ont entendu dire que j'ai parlé du peuple ici,
vous ne pouvez pas vous permettre de me dire Je que... pense Non, cela- non, je non, non, pense je que cela termine. je Non, pense monsieur. que cela a été revu. Il est revenu, il a repris la phrase et on va avancer dans le débat. Il y a une question Donc, qui a été posée. Je pense qu'on peut donc je aller disais, vous déposer. ne pouvez pas vous permettre de me dire que j'ai parlé de populisme, d'autant plus que j'ai parlé de peuple. C'est Et un temps de parole qui s'écoule, hein. Donc je voulais que vous preniez rapidement la question. Voilà. si vous me laissez parler, je crois que mon temps de parole arrivera beaucoup Je le plus fais. vite. Merci Je beaucoup, l'ai monsieur compris. le journaliste. Donc, je disais qu'il y va au fait de la sincérité au fait intellectuelle et politique de ceux qui nous regardent. Parce que je ne laisserai jamais des personnes, surtout non, laissez-moi terminer, surtout... Vous insistez. Non, laissez-moi Alors qu'il a retiré ce fait-là, il est allé avec une nouvelle formulation. Vous êtes témoin de cela. Donc, On je peut dis... passer à autre chose, s'il vous plaît. Donc, je On peut dis... maintenant répondre à la question de savoir quels sont les facteurs qui alimentent le populisme en Afrique pour qu'on avance dans le Je débat. vais en venir. Je dis, je ne laisserai jamais quelqu'un au fait raconter des contes de vérité sur moi devant au fait la Monsieur le caméra modérateur, sur votre un plateau autorité télé. est intéresse. Donc, Je peux poser merci, d'autres questions pour avancer. merci beaucoup, je continue. Monsieur le modérateur, votre autorité est bafouée. Merci beaucoup, je continue. Il faut savoir que quand il parle au fait de, quand vous posez la question qui est de savoir Merci de quels sont au fait les facteurs qui alimentent le populisme en Afrique, nous avons tout à l'heure au fait dit que le populisme au fait c'est la politique du mécontentement. C'est ce que vous avez dit depuis. Le populisme c'est la politique du mécontentement. Donc comme facteur au fait qui alimente le populisme en Afrique, c'est tout simplement au fait les conditions de vie déplorables de la population. C'est tout simplement la pauvreté, le chômage, la gabegie financière, la corruption, nos crises étatiques, nos gouvernants en fait, qui font fi au fait, des réalités au fait, sociales et culturelles de nos peuples. Et c'est ça, au fait, c'est sur ces fondements-là que les populistes se basent au fait, pour pouvoir attiser au fait, le populisme au sein de la population. Donc, quels sont les facteurs? Les principaux facteurs en fait, sont tout simplement le vécu réel de la population sur le terrain. Et c'est ça. Si nous arrivons à corriger au fait, ces conditions de vie, cette corruption, ce chômage, le problème au fait des femmes, la cherté de la vie, surtout chez nous en Côte d'Ivoire ici, croyez-moi, je crois que le populisme au fait va régresser. Mais est-ce que l'intention derrière tous ces facteurs-là n'est pas réellement l'occupation de la scène publique, l'exercice du pouvoir, qui amène des personnes quand même à inventer ou du moins à s'investir dans cette voie du populisme? Raison pour laquelle au fait, j'ai parlé de métaphore. Vous voyez, depuis tout mon propos, je prends la peine de vous faire au fait, comprendre que le peuple au fait, est l'arbre ici. Et sur ce table, au fait, nous avons deux fruits. Le premier fruit, au fait, dont le plus important pour nous le peuple là, ce sont nos aspirations, ce sont nos difficultés. C'est le ras-le-bol au fait, que nous portons à travers le populisme là. Mais le second fruit, amer et acide là, ce sont les personnes qui font du mauvais usage de ce populisme là pour pouvoir se maintenir au pouvoir. À ces personnes-là, nous allons en venir. Donc, il y a des choses quand même à reprocher au populisme, est-ce qu'on peut le savoir? Il y a des choses à reprocher aux populistes. Pas au populisme. Pas au populisme. Allez-y. Au populisme aussi, peut-être, comme certains philosophes, je pourrais m'emmener à philosopher, je pourrais reprocher au populisme, en fait, son illibéralisme. Son illibéralisme, pourquoi? Parce que le populisme, en fait, revendique que c'est la souveraineté collective qui doit primer sur le droit de l'homme. Raison pour laquelle, en fait, le populisme, qui peut être semblable à la démocratie, parce qu'il y a Abraham Lincoln qui disait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors que le populisme, au fait, dans son sein, marque au fait l'intérêt du peuple comme étant un arbre. Mais par contre, c'est différent. Le populisme au fait une rupture avec au fait la démocratie, fait une rupture avec les institutions, fait au fait un discours plus ou moins simplifié. Et ce discours, il est tenu par qui? Ce discours, il est tenu par les populistes. Les populistes, quand ils viennent au pouvoir, s'ils disaient au fait à la population, s'ils disaient au fait, s'ils étaient honnêtes politiquement et intellectuellement, je crois que tout cela n'allait pas arriver. Si j'ai quelque chose à reprocher, aux populistes. Parce que je crois qu'on ne fait pas la politique pour manipuler le peuple pour arriver au pouvoir. On fait la politique pour être réel. On fait la politique au fait, pour mettre en place des solutions pratiques qui pourront répondre aux aspirations légitimes du peuple. On se sert du populisme, non pas pour arriver au pouvoir, on se sert du populisme pour pouvoir répondre aux aspirations réelles de la population. Je ne reproche rien au populisme, je reproche tout aux populistes. Oui. Chadaridi reproche tout aux populistes, alors que la définition du populisme que je ai définie, il y a forcément le populisme à l'intérieur, qui sont les leaders charismatiques qui essaient de porter cette idéologie. Relativement aux reproches qu'on peut faire au populisme, je fais bien ses propos lorsqu'il dit que le populisme attaque la démocratie. C'est vrai, ça attaque principalement le principe d'égalité. Je prends l'exemple, on parle du contexte africain, mais permettez-moi de prendre l'exemple au niveau des États-Unis. Alors, avec la politique de Trump, on voit qu'ils sont dans une démarche de conservation. Une démarche de conservation.
ils ne veulent pas progresser, donc ils ne veulent pas des étrangers au sein de leurs États. Alors qu'on parle d'égalité entre les différentes races, entre les religions. Cette opposition est une attaque au principe d'égalité de la démocratie. Aussi, c'est aussi une attaque aux droits de l'homme, comme il a dit. Je suis d'accord avec lui sur ces éléments-là. Merci. Je t'accorde cela. Il y a aussi l'élément que je trouve aberrant, c'est que ça crée de l'instabilité politique au sein des États. Dans le contexte régional avec le Mali et le Burkina Faso, on a vu que lorsque ces leaders ne voulaient pas quitter le pouvoir, ce à quoi ça a conduit, dont les jeunes ou la population s'est permis même de s'opposer aux institutions démocratiques, l'Assemblée nationale au Mali, donc la Cour constitutionnelle au Burkina Faso. Donc je pense que ce sont des éléments qui forcément qu'on peut reprocher au populisme. Merci. Vous qui êtes juriste, que pèse donc le droit, n'est-ce pas, face à l'aspiration des peuples? Que pèse le droit? Ubi societas, ubi jus. Vous dites que là où il y a la société, il y a aussi le droit. Donc on verra qu'à l'origine, le droit a été créé au bénéfice des populations. Donc quand on réglemente une société, ça a l'effet de créer un cadre de beau vivre. Donc vous comprenez, vous serez d'accord sans doute avec moi que le droit doit s'aligner nécessairement sur les intérêts des peuples. Maintenant, en ce qui concerne le populisme, c'est que l'intérêt du peuple, qui est généralement le bien-être des populistes, essaie donc de détourner cet intérêt-là à travers la manipulation. C'est ce qu'on leur reproche. C'est de la manipulation que d'être populiste. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je crois qu'il n'y a pas plus d'accord que la métaphore que j'ai eu à faire. Je suis totalement d'accord avec cela. Alors, on avance en sachant également que le populisme, donc utilisé actuellement, n'est-ce pas, dans notre contrée africaine, montre également que nous sommes à un moment décisif où des décisions doivent être prises pour réorienter les choses. Alors, quels sont, selon vous, les moyens pour les dirigeants africains de lutter contre le populisme tout en répondant aux attentes légitimes des populations? Shadrach, tout d'abord. D'accord, merci. Au fait, au sortir d'ici, je veux que ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre ici et tous ceux qui sont présents ici puissent retenir cette anaphore-là. Populiste, arbre, deux fruits. Fruits doux et sucrés, fruits amers et acides. Comment est-ce que les dirigeants peuvent faire pour pouvoir au fait, lutter efficacement contre au fait, le populisme et le populisme populiste? Je préfère appeler ça comme ça, le populisme populiste. Pour moi, en réalité, le populisme politique de mécontentement, c'est le ras-le-bol du peuple. Donc, si on veut changer les choses, il faut qu'on puisse réussir à accueillir tous nos fruits doux et sucrés. C'est-à-dire qu'on puisse répondre aux aspirations légitimes du peuple. Le peuple dit, il a faim, qu'il y a la cherté de la vie. Il faut que nos politiques puissent prendre des mesures pour pouvoir en fait, réduire cette cherté de la vie-là. Le peuple dit, il ne travaille pas. Il faut que l'État puisse prendre des mesures pour pouvoir augmenter les emplois, mais surtout favoriser l'entrepreneuriat. Le peuple dit, il y a la pauvreté. Le peuple dit, il y a ceci, il y a cela. Il faut que nos politiques, ça c'est la première des choses, puissent prendre des mesures pour pouvoir répondre aux aspirations légitimes du peuple. Parce que c'est cela, au fait, un peuple. Un peuple ne peut pas se taire, au fait, sur ses aspirations, ne peut pas se taire sur ses difficultés. Mais à côté de cela, il faut agir à un deuxième niveau. Et moi, je parle au fait de l'éducation. L'éducation contre le populisme populiste. Il faut donner, au fait, à ceux qui nous suivent, et même à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce débat-là plus tard, il faut les éduquer en réalité sur les manipulateurs, au fait. Sur ces hommes politiques-là qui font usage du populisme pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Non pas parce qu'ils ont des idées, non pas parce qu'en fait, ils ont une vision à long terme, non pas parce qu'ils ont des compétences techniques, intellectuelles, financières pour pouvoir répondre aux aspirations de cette population-là. Non, mais parce que eux, il a dit tout à l'heure que l'homme politique est un animal. Parce qu'eux, ils veulent juste en fait, le pouvoir. Et c'est à ça, en fait, l'État dans son rôle. L'État doit d'abord répondre aux aspirations légitimes du peuple, mais surtout éduquer le peuple. Éduquer le peuple en leur disant que oui, c'est vrai, vous avez des aspirations, mais voilà nos réalités. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de faire ceci, cela. Nous serons en mesure de faire ça. Nous traiterons vos préoccupations, nous traiterons vos difficultés étape à étape. Première, donc, je reformule mes propos et je fais la synthèse. Pour pouvoir lutter efficacement contre le populisme populiste, il faut, en premier lieu,
répondre aux aspirations légitimes du peuple et en second lieu, éduquer notre population face à ces manipulateurs-là, à ces populistes manipulateurs. Merci. Ça m'étonne de savoir si selon vous, on peut faire de la politique en Afrique sans populisme. Je ne pourrais pas me permettre de reposer une question en fait, à monsieur le journaliste, mais je pourrais me permettre de philosopher. Regardez, il y a Jean-Jacques Rousseau qui disait que le peuple en réalité ne sait pas ce qu'il veut. Il croit vouloir. Donc, si je m'inspire de ce propos de Jean-Jacques Rousseau, lorsque le peuple a des aspirations réelles, le peuple en fait veut juste travailler, le peuple veut juste manger, mais par contre le peuple en fait ne prend pas en compte les aspirations en fait réelles ou encore le marché international, les réalités en fait du gouvernement. Donc nous, en tant qu'hommes politiques, c'est à nous maintenant de savoir en fait, on choisit quoi? Les discours simplifiés, les discours manipulateurs ou encore une honnêteté politique et intellectuelle. Et c'est ça en fait mon problème. Moi je pense qu'on peut faire en fait, on ne peut pas faire la politique sans penser aux aspirations légitimes du peuple. Mais par contre, on peut faire la politique en se privant d'être un populiste. C'est tout ce que je pense. Merci. Alors, on peut faire de la politique en Afrique sans être populiste. Faire de la politique en Afrique sans être populiste. D'abord, il faut savoir que généralement, l'opposition, quand il fait usage du populisme, ça sert des phases de mobilisation des électeurs. Et quand ils accèdent au pouvoir, ce système-là disparaît. Donc, ils sont absorbés par le système mis en place. Donc, voilà là une difficulté que je voulais relever. Pour les dirigeants au pouvoir, à la différence des États de l'AES, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il s'agirait pour nos dirigeants de répondre aux aspirations des peuples, des populations. Donc, élaborer des politiques qui répondent véritablement aux besoins des populations, mettre en place des projets tendant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, je pense que c'est possible de faire de la politique sans faire du populisme. Alors, quels sont donc les moyens pour les dirigeants de faire la politique sans toutefois recourir au populisme? Le premier élément, déjà, lorsqu'on est au pouvoir, c'est d'éviter de feindre, de ne pas voir les actions populistes mises en place par l'opposition. Il faut éviter ça parce qu'on risque de tomber dans la victimisation. Alors qu'on sait que ces derniers, ils ont besoin de cela pour dramatiser, à l'effet donc d'adhérer le peuple à leur idéologie. À ce premier élément. Le deuxième élément, il faut organiser des débats de fond. Si des critiques qu'ils opèrent, il faut organiser des débats de fond. Si possible, les inviter à des tables pour discuter sur des questions qui ont trait aux besoins de la population. Troisième élément, il faut plus de transparence dans la gestion des deniers publics. C'est important. Il faut aller au-delà du simple système de représentation. Le système de représentation où il y a les députés qui sont là, on les rencontre à travers la loi des règlements. Il faut aller au-delà. Donc, faire des publications sur les différentes dépenses opérées, si possible, à travers des canaux, à travers des canaux dont on dispose. Alors, le dernier élément que je voulais relever, relativement répondre, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a vu récemment que l'opposition essayait de défendre les intérêts des paysans. Je sais que vous avez pu remarquer ça. Et ils accusaient le prix bochant du cacao qui était à 1000 francs. On a vu que le gouvernement a essayé d'apporter une solution. On est parti. Par exemple, d'autres pays. Et donc, on est passé de 1000 francs à 1800. On voit une amélioration. Et récemment, dans le discours du président de la République, il a dit que les planteurs qui disposent de la carte de producteur bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle, eux et leurs familles. Je pense que il faut apporter ces genres de solutions, ces genres de réponses aux problèmes que relèvent généralement les populistes. Merci. Alors, nous sommes au soir de nos échanges. Je voudrais maintenant permettre à M. Shadrack de donner son mot de fin et nous permettre de comprendre essentiellement sa position sur cette question. Essentiellement, ma position en fait, sur la question, elle reste statique. Et je reviens toujours à ma métaphore. Mais pour revenir au contexte ivoirien. Oui, et je continue. Et je dis, pour revenir au fait au contexte ivoirien, il ne faudrait pas que vous pensiez que tous les partis d'opposition sont des partis populistes. Et ça, c'est l'amalgame à ne pas faire. Ce n'est pas parce qu'au fait un parti d'opposition en fait, réclame un certain changement qu'il devient obligatoirement un parti populiste. Une deuxième chose, à vous qui nous suivez, il ne faut pas confondre parti de gauche et parti populiste. Parce que
on entend souvent que non, il est de la gauche, non, c'est un populiste. Non. Le populiste, il n'est pas attrait au fait un bord politique. Il peut être de droite, il peut être de gauche. Il peut mettre au pouvoir. Il peut même être au pouvoir. On a vu l'exemple avec Muhammadu Buhari au Nigeria qui est venu au pouvoir, avec Meles Zenawi qui est venu au pouvoir au fait, à travers des mouvements populistes. Mais eux, ce sont de bons exemples parce qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ont pu changer les choses, ils ont pu au fait améliorer les conditions qu'ils ont décriées. Donc, il y a ces deux choses-là. Et moi, je crois objectivement et honnêtement qu'il faut arriver à éduquer nos populations sur les dangers des discours populistes. Et nous devons changer les choses en étant des politiciens, surtout honnêtes intellectuellement et politiquement. Merci. Merci. Alors, dans ainsi, Oui. votre mot de fin. Mot de fin, avant de donner mon mot de fin, permettez-moi de rebondir sur ces propos relativement. Alors, Permettez-le-moi. De rebondissement, on a quitté. Non, oui, je vais juste. Je voudrais que vous. Non, les mots passiez de à fin. la conclusion. Merci. D'accord, je vais passer au mot de fin. Merci beaucoup. À la question de savoir si le populisme constitue un danger pour la politique africaine, si on se base sur le modèle de l'AES, je pense que ça constitue un danger. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, merci Shadrach, merci Bassansi, merci d'être venu donc pour ce débat. C'était le débat sur la politique africaine, le populisme a-t-il le danger. Nous avons pris bon plaisir, et vous également, j'espère. Continuez ce débat chez vous. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement.